Bonjour, dans cette vidéo qui est plutôt à destination des formations MF2, donc vous avez dû voir la circulation du sang, le cœur, nous allons voir les communications droite-gauche et l'impact notamment dans les problèmes d'accident de décompression. Alors en effet, on sait que durant la décompression, il y a des bulles qui se forment que l'on peut parfaitement voir après la plongée par des techniques d'échographie et de Doppler. Donc les bulles, elles vont se former normalement au niveau des organes, donc circuler dans le sang veineux, et quand tout se passe bien, elles sont éliminées par le filtre pulmonaire. Et donc la majorité du temps, tout se passe bien, il n'y a pas d'accident, on parle là de bulles silencieuses. Il se peut par contre qu'il y ait de temps en temps un passage droite-gauche, du cœur droit au cœur gauche directement sans passer par le filtre pulmonaire. Donc le poumon est alors shunté. On parle de shunt droite-gauche. À ce moment-là, nos bulles qui sont produites en périphérie, au lieu d'être éliminées par le filtre pulmonaire, elles vont passer directement dans la grande circulation. Le plus souvent, le shunt se trouvera au niveau intracardiaque, c'est le foramen ovale perméable dont on va parler un peu plus loin, mais il peut également y avoir des shunts au niveau de la circulation pulmonaire, donc des bulles qui passent dans la circulation pulmonaire sans subir les échanges gazeux, sans être évacuées par le filtre pulmonaire. À ce moment-là, dans l'un comme l'autre des cas, les bulles se retrouvent dans la grande circulation, donc elles vont rencontrer d'abord des vaisseaux de gros calibre, et puis petit à petit, les vaisseaux vont diminuer en calibre et elles peuvent devenir obstructives en amont de l'organe. Donc là, il y a embouteillage et l'organe en aval ne sera plus bien irrigué. Il peut y avoir là accident de décompression. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a classiquement deux endroits où il peut se passer ce shunt, droite-gauche. Le plus connu, c'est le shunt intracardiaque, c'est le foramen ovale perméable, donc un reliquat de notre vie fœtale, qui reste perméable chez à peu près 20 à 30% de la population. Deuxième endroit où il peut y avoir un shunt, c'est au niveau pulmonaire. Donc ça circule, mais ça ne subit pas les échanges gazeux. Et du coup, le sang repart dans la grande circulation aussi. Alors, les ouvertures de shunt, il y a des circonstances qui la facilitent. En fait, les circonstances qui facilitent cette ouverture, ce sont les circonstances où il y a une augmentation de la pression intrathoracique. Comment on s'en rend compte? Ce sont les efforts à glotte fermée. Donc, schématiquement, ce sont les efforts qui nous font devenir rouges, qui montent aussi la pression dans la tête. Donc, un valsalva forcé, un effort de toux, un vomissement si jamais on a le mal de mer après la plongée, ou bien remonter sur le bateau par l'échelle avec le bloc sur le dos, ou bien porter une charge très lourde. Il faut visualiser un petit peu les situations où vous sentez la pression qui augmente. Donc ça augmente la pression dans la tête, mais ça augmente aussi la pression au niveau intrathoracique, et ça inverse le gradient de pression entre cœur droit et cœur gauche, et facilite l'ouverture d'un shunt. Alors lorsque les bulles vont dans la grande circulation, c'est associé plus volontiers à des bulles qui vont coincer dans des endroits comme le cerveau et comme l'oreille interne. Alors, un petit mot plus spécifique sur le foramen ovale perméable. Donc, c'est un reliquat de la vie fœtale et de la circulation particulière que le fœtus a dans le ventre de la maman, qui normalement se referme à la naissance et durant la croissance, mais qui reste perméable chez environ 25 à 30% de la population adulte. Plus on avance en âge, plus le taux d'incidence des FOP diminue à l'échelon d'une population. Ça veut dire que chez les enfants, il y a davantage de FOP que chez l'adulte. Or, nos procédures de décompression, elles ont été calculées pour le jeune adulte d'une trentaine d'années d'âge. Donc, elles ne sont pas adaptées à la plongée enfant. D'autant plus que l'enfant a une composition corporelle différente que l'adulte. Donc, attention.
Alors, ces shunts droit-gauche sont associés à un risque plus élevé d'ADD. Attention, c'est pas parce qu'on a un foramen ovale perméable qu'on va faire un accident de décompression, sinon un tiers de nos plongeurs auraient eu un accident de décompression. C'est simplement associé à un risque plus élevé de certains types d'accidents de décompression. On a déjà vu l'oreille interne, on a déjà vu le cerveau, et c'est également associé à un risque plus élevé d'accidents de type cutané, avec ces espèces de marbrures sur le tronc et les racines des membres essentiellement. Une autre photo d'accident cutané qui est très associé à un shunt droit-gauche. Alors, c'est un risque plus élevé pour qu'il y ait un accident et donc de plongée. Donc, il faut déjà qu'il y ait un passage artériel. Donc, ça veut dire qu'il faut l'existence d'un shunt droit-gauche. Et bien sûr, plus il est grand, mieux les bulles passent. Il faut qu'il y ait un gradient de pression avec une augmentation de pression intrathoracique, ça, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est vrai qu'au décours de la plongée, c'est une situation qui n'est pas rare. Il faut faire un petit peu attention à ça. Mais il faut aussi qu'il y ait une charge de bulles importante. Alors, comment on fait pour rechercher un shunt droit-gauche? Alors, ça se fait en échographie. On peut aller voir directement au niveau du cœur ou on peut aller voir au niveau d'une artère. Le principe, c'est qu'on va mettre une petite perfusion donc, dans une veine donc de la grande circulation. On va injecter un produit de contraste et on va regarder au niveau du cœur ou bien au niveau d'une artère. Le plus souvent, c'est l'artère cérébrale qu'on va regarder là. On va regarder si on voit passer le produit de contraste de l'autre côté ou pas. Donc, généralement, on fait l'épreuve en 2 temps. Un premier temps où on fait une injection de produit de contraste et on voit déjà si au repos, sans manœuvre particulière, il y a du produit qui passe du côté artériel ou non. Et on fait une deuxième épreuve ensuite, on refait une séquence avec un produit de contraste et on demande au sujet qu'on évalue de faire une manœuvre à glotte fermée type Valsalva. Quand est-ce qu'on fait la recherche? Alors, on ne fait pas à tous les plongeurs, parce que sinon on découvrirait des FOP dans un tiers de la population et on serait bien embêté, parce que tous ces plongeurs-là ne feraient pas forcément d'accident de désaturation. Il est recommandé de faire cette recherche après un accident de désaturation dont le mécanisme implique souvent un shunt droit-gauche, c'est-à-dire l'accident cochléo-vestibulaire, l'accident de type cérébral et l'accident de type cutané. Alors attention, c'est un facteur de risque que l'on peut identifier facilement, mais c'est probablement pas le seul facteur de risque d'accident de désaturation. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas d'ADD que vous êtes complètement à l'abri. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de shunt droit-gauche que vous êtes complètement à l'abri d'ADD. Et d'ailleurs, les accidents de type médulaire, donc avec des manifestations type engourdissement des jambes, difficulté à uriner, des troubles moteurs, sont pas très associés à un shunt droit-gauche. Donc attention, une absence de shunt droit-gauche ne signifie pas zéro risque. Alors maintenant, pour une raison ou pour une autre, on vous a découvert un FOP, ou vous savez qu'un de vos plongeurs a un FOP. Est-ce que je peux replonger? Alors, pour le savoir, il faut évaluer sa situation médicale avec un médecin qui connaît la plongée, donc un médecin fédéral de préférence. Lui, il va déjà regarder le reste de l'état de santé. Si la découverte du shunt s'est faite après un accident de type vestibulaire, il faut s'assurer que le vestibule a bien récupéré et permet en lui-même la reprise de la plongée, par exemple. Si l'état de santé ne contre-indique pas par ailleurs la reprise de la plongée, à ce moment-là, celle-ci peut être autorisée, mais avec des restrictions pour limiter les risques d'accident de décompression. Donc on va donner des restrictions visant d'une part à limiter la production de bulles, donc on va préconiser des plongées dans la courbe de sécurité avec des profils classiques plutôt carrés ou à remontée lente. Il faudra éviter les yo-yo. On privilégie le nitrox si c'est possible. On va recommander aux plongeurs de limiter les efforts à glotte fermée en fin et après la plongée. Donc bien entendu, pas de Valsalva lors de la remontée. Essayez d'éviter le port de charges lourdes après la plongée.
Et dans les facteurs de risque, la méforme physique en fait partie, donc on va encourager les plongeurs à avoir une activité physique régulière et à faire attention s'ils ne se sentent pas en forme de ne pas faire de plongée, en tout cas pas de plongée limite à ce moment-là. Donc, normalement, on remet aux plongeurs un certificat médical avec des restrictions. Et généralement, on lui remet également la fiche d'information qui reprend plus détaillé tous ces conseils-là, qui est donc fiche d'information qui a été élaborée par la commission médicale. Et bien entendu, les restrictions seront les mêmes d'un renouvellement de CACI à l'autre. Ce sont des restrictions que l'on garde à vie.